All right. Oral questions. Question orale. The leader of the official. Le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. J'espère qu'on pourra obtenir des réponses pendant la période des questions. Une fraude, Monsieur le Président, une fraude contre le gouvernement. C'est l'accusation que la GRC a envisagée contre le Premier ministre pour avoir été en vacances, dans des vacances exotiques gratuites en 2016. Des documents récents montrent que la GRC savait qu'il avait commis un acte illégal, mais il savait aussi que le Premier ministre aurait pu avoir utilisé une échappatoire. Il aurait pu se donner la permission, donc, d'aller dans ses vacances. Le Premier ministre s'est-il donné la permission de profiter de vacances gratuites en 2016? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, cette affaire a été réglée il y a des années quand le commissaire a produit son rapport. L'opposition continue de se concentrer sur la petite politique sur moi, mais nous allons continuer d'investir dans le logement partout au pays, dans les services de garde à 10 $ pour les familles canadiennes, et nous allons continuer de lutter contre les changements climatiques. Et voilà ce à quoi s'attendent les Canadiens. La chef de l'opposition officielle. Eh bien, il n'y a pas de délai de prescription pour les accusations de fraude et le premier ministre n'est pas au-dessus des lois. Le code criminel est clair. La seule façon que le premier ministre ne soit pas coupable de fraude, c'est s'il s'est donné la permission de contrevenir à la loi. Ça, c'est en vertu du code criminel. Alors, la question est simple, une réponse par oui ou par non. Le premier ministre s'est-il donné la permission de commettre une fraude et de s'en tirer? Le très honorable Premier ministre. Non, Monsieur le Président. La GRC s'est penchée sur l'affaire. Aucune ingérence politique n'a eu lieu. Ils ont tiré leurs conclusions. Il n'y avait rien d'autre. Les conclusions ont été vérifiées indépendamment par deux parties indépendantes. Les politiciens ne s'ingèrent pas dans les opérations policières au pays, contrairement à ce que les conservateurs peuvent croire. Ce dossier a été réglé il y a plusieurs années. All right. I'm trying to keep so we can hear. We do have people in the galleries today that are watching. Il y a des gens dans la tribune aujourd'hui qui nous observent également. La chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, de nouveaux documents révèlent que la GRC savait que le premier ministre est allé en vacances, que c'était illégal. La GRC le savait. Et la seule question que se posait la GRC par rapport aux documents qu'on a vus, c'est de savoir si le premier ministre s'est donné la permission de le faire. Le premier ministre a dit que ce n'était pas le cas. Est-il prêt à rencontrer la GRC, étant donné ces informations? Et la GRC pourra donner suite comme il se doit. Le très honorable Premier ministre. Eh bien, la GRC a abordé ce dossier il y a des années. Le Parti conservateur semble avoir du mal à comprendre que dans un pays fort et démocratique, l'opposition ni le gouvernement peut dire à la police quoi mener comme enquête. La GRC fait son travail. Pourquoi le Parti conservateur ne croit-il pas la GRC? C'est éclairable. Monsieur le Président, le double discours du premier ministre a quelque chose de ridicule. La GRC a envisagé de déposer une accusation criminelle de fraude contre le chef libéral, mais il ne l'a pas fait parce que le chef libéral pouvait se donner lui-même le droit de recevoir un cadeau de 200 000 $. Il a dit il y a quelques instants qu'il ne l'avait pas fait, Monsieur le Président. Puis il a dit que c'est une histoire qui date. Monsieur le Président, le premier ministre n'a jamais hésité à lui-même se lever pour dénoncer des affaires qui datent de bien plus longtemps. Reconnaît-il qu'il n'est jamais trop tard pour dénoncer un crime, Monsieur le Président? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, cet enjeu a été fermé il y a plusieurs années. Mais bien sûr, nous reconnaissons toujours l'indépendance et le travail important que fait la GRC dans ce pays, ce que les conservateurs ne comprennent pas dans leur désir de lancer des attaques personnelles et de la désinformation. C'est que le travail a été fait à bien des niveaux et c'est un enjeu qui a été fermé.
L'honorable député de Mégantic-Lérade. Je comprends bien, le premier ministre ne reviendra jamais sur des histoires qui datent de plusieurs années, qui ont été fermées par différentes instances, Monsieur le Président. C'est ce que le premier ministre est en train de nous dire. Pourtant, le premier ministre lui-même a reconnu il y a quelques instants qu'il ne s'est pas donné la permission de recevoir un cadeau de plus de 200 000 $ pour des vacances privées pour lui et sa famille. Monsieur le Président, la GRC a envisagé de déposer une accusation de fraude contre le premier ministre, mais ne l'a pas fait justement à cause de ça. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le premier ministre ne reconnaît-il pas son erreur, sa faute, et va-t-il rencontrer la GRC pour s'expliquer? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la GRC s'est penchée sur des questions depuis des années et le Parti conservateur cherche toujours à parler d'enjeux pour attaquer, pour distraire du fait que nous avons présenté un budget qui livre du logement pour les Canadiens, qui est en train de livrer des garderies à 10 $ pour les familles à travers le pays, qui est en train d'investir pour protéger les changements climatiques. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de jouer de la petite politique, jouer des attaques partisanes et essayer de distraire les Canadiens du fait qu'ils n'ont aucune réponse sur les enjeux qui préoccupent les Canadiens. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Merci, Monsieur le Président. Le premier ministre manque de respect aux Québécois, manque de respect aux Canadiens et manque surtout de respect aux Ukrainiennes. Lorsque des réfugiés syriens sont arrivés au Canada, il avait nolisé des avions, il leur avait amené des manteaux. Tout le monde a eu son selfie, même le monde de sécurité à l'aéroport. Alors, je ne demande pas au premier ministre s'il y aura une vraie passerelle aérienne pour les déplacés de guerre ukrainiens, mais quand il y aura une vraie passerelle aérienne? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous procédons de la façon la plus rapide, la plus sûre et la plus efficace pour les Ukrainiens de venir au Canada. Et il n'y a pas de limite quant au nombre de demandeurs. Nous avons accordé la priorité aux demandes des Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada et ceux qui sont actuellement au Canada sur une base temporaire peuvent prolonger leur séjour. Grâce à l'autorisation Canada-Ukraine pour les voyages d'urgence, de nombreuses exigences normales en matière de visa sont levées, assurant ainsi la voie la plus rapide, la plus sûre et la plus efficace. Depuis le mois de janvier, nous avons déjà accueilli plus de 17 000 ressortissants ukrainiens et il y en a d'autres qui vont venir, Monsieur le Président. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Après 62 jours de guerre, il ose dire le mot « rapide ». Un gouvernement qui n'est pas capable d'expliquer comment faire ou de faire des tests biométriques à ces gens-là, lui dit « Hey, voici des aéroplans. Ça ne coûte pas une scène. Ça ne boucle pas un avion. Ça ne coûte pas une scène à Air Canada dont il devient simplement l'agent publicitaire. Est-ce que le gouvernement va faire preuve de respect envers les Ukrainiennes et noliser des torieux d'avions? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je comprends que le chef du Bloc québécois aime bien s'indigner dans cette place, mais la réalité, c'est que les fonctionnaires, nos partenaires à travers le monde sont en train de travailler pour assurer qu'on accélère les traitements des Ukrainiens qui veulent venir au Canada. La réalité, c'est que nous avons fait énormément de mesures. Nous allons continuer de prendre énormément de mesures pour accélérer l'arrivée des familles ukrainiennes ici au Canada. On est en train d'en faire plus. On va continuer à en faire plus. C'est une situation très difficile pour ces familles-là et on est là pour les aider. L'honorable député de Burnaby Sud. Merci, Monsieur le Président. Pendant la pandémie et pendant cette crise du coût de la vie, on constate que des familles de travailleurs canadiens ont la vie difficile et les plus riches, eux, s'enrichissent encore plus. Et on peut voir des gains de pouvoir, notamment avec la fusion de Rogers et Shaw. Tout ça entraînera davantage de coûts plus élevés pour les familles. Le gouvernement va-t-il se ranger du côté des travailleurs, empêcher cette entente d'être conclue pour qu'on puisse maintenir des prix de téléphonie cellulaire bas? L'honorable Premier ministre, nous savons que les Canadiens paient parmi les prix les plus élevés pour l'Internet sans fil, la téléphonie cellulaire dans le monde. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à diminuer ces factures de 25 % et ça s'est produit. Nous avons diminué les prix en travaillant pour améliorer la concurrence et l'infrastructure.
Nous allons continuer de travailler pour que les gens puissent accéder à des données de manière abordable, grâce notamment à des investissements dans la large bande en milieu rural. Be Sud. Mais c'est vrai que la coût des services cellulaires sont les plus chers au Canada et cette fusion va s'empirer la situation. Donc, c'est clair que si cette fusion se passe, ça va augmenter les prix de téléphonie, ça va causer potentiellement la perte de plusieurs emplois. Donc, est-ce que les libéraux vont se tenir avec les gens et arrêter cette fusion, oui ou non? The Right Honourable Prime Minister. Monsieur le Président, depuis des années, on travaille pour baisser les prix du cellulaire et de l'accès Internet pour les Canadiens. On a vu les prix moyens de l'accès au cellulaire baisser de 25 %. Nous savons que la concurrence, l'innovation, des prix abordables sont essentiels au niveau des télécommunications au Canada. C'est pour ça qu'on est toujours en train de travailler pour améliorer le service et baisser les coûts, y compris avec des investissements records. En 5 ans, on a investi plus de 10 fois plus que 10 ans du gouvernement conservateur précédent pour assurer la connectivité rurale et on va continuer notre travail, Monsieur le Président. L'honorable député de Sturgeon River Parkland. Monsieur le Président, hier, lorsque plusieurs questions ont été posées concernant les documents sur l'enquête pour la loi sur les mesures d'urgence, on a entendu que des documents sous le secret du cabinet et d'autres documents ne seraient pas produits. Et cette loi constitue une loi qui peut bafouer les droits des Canadiens. Et est-ce qu'ils vont produire les documents et l'opinion du ministère de la Justice ou vont-ils continuer de cacher l'information? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Eh bien, quand les blocus ont forcé la fermeture de frontières et d'autres fermetures, ce sont les Canadiens qui ont payé le prix le plus fort. Nous avons invoqué la loi sur les mesures d'urgence. C'était nécessaire, ça a fonctionné. Nous avons lancé une enquête publique avec le juge Rouleau comme commissaire. Il a le pouvoir de contraindre des témoins à comparaître, contraindre la production de documents. Nous travaillons pour la transparence, la reddition de comptes. Nous voulons tirer des leçons pour que ça ne se reproduise plus. L'honorable député de Sturgeon River Parkland. Les conservateurs et la Ligue des droits et libertés étaient perturbés de voir que les libéraux tentent de contrôler la portée de l'enquête sur la loi sur les mesures d'urgence en demandant au commissaire de se concentrer sur les actes des manifestants et non les actes du gouvernement. L'objectif de l'enquête, ce n'est pas de tenir les manifestants responsables, mais de tenir le gouvernement responsable quand il se donne des pouvoirs extraordinaires. Le gouvernement a mandaté le commissaire pour qu'il réunisse des preuves contre les manifestants, mais on peut se demander pourquoi la loi a-t-elle été invoquée en premier lieu? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Eh bien, je veux encourager le collègue à lire le décret qui dit que le juge peut se pencher sur le comportement des forces de l'ordre. Nous voulons faire la lumière sur les événements qui ont mené à l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. J'encourage mon collègue à se rappeler que des entreprises ont été formées, des résidents ont été terrorisés chez eux. Nous accueillons favorablement cette enquête et c'est bon pour la démocratie. Nous serons heureux de collaborer avec le juge. L'honorable député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a finalement mis en place la commission d'enquête visant à évaluer les raisons du déclenchement de la loi des mesures d'urgence. Le ministre de la Sécurité publique a dit, je cite, « Notre intention est de collaborer avec lui, le juge Rouleau, afin qu'il y ait un dossier complet pour qu'il puisse faire son travail. » Eh bien, c'est merveilleux. Nous voulons tous que l'enquête fasse la lumière sur les méfaits de cette histoire. Est-ce que le premier ministre s'engage à donner au commissaire le pouvoir d'exiger la production de documents et de preuves nécessaires, y compris ceux couverts par le secret du cabinet? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je veux être clair. Nous faisons la lumière sur les événements sobres qui ont mené à l'invocation de la loi sur les urgences. J'invite à la fermeture les gens qui ont été mis à pied, les résidents d'Ottawa qui ont été pris en otage dans leur propre maison. Et je rappelais au CPC
que des centaines d'accusations ont été portées, des accusations sérieuses impliquant des armes à feu et des complots pour commettre et meurtre. Monsieur le Président, on va collaborer avec le juge pour encourager la transparence. Merci. L'honorable député de Charles-Bourreau-Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. Pendant le débat sur la loi des mesures d'urgence, il y avait 13 points dans le décret. Il y a 12 points que j'ai démolis ici pendant ce débat-là, parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas claires. Là, aujourd'hui, il y a un mandat qui est donné au juge Rouleau de faire la lumière là-dessus. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer, Monsieur le Président, pourquoi le mandat est déjà biaisé avec des questions prédéterminées d'avance? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je veux encourager mon collègue de liser le OIC. Lisez la loi. Les directions sont là. Le conjoint sont là pour le juge. On va collaborer avec le commissaire pour encourager la transparence, l'accountabilité, l'intégrité. On avait beaucoup de raisons pour l'invocation de cette loi et il faut être juste à tous les Canadiens. Il faut être transparent sur les processus. Merci. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, les Canadiens ont besoin de réponses à propos de l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. La question clé, c'est de savoir si l'invocation de ces pouvoirs extraordinaires répondent aux critères de la loi. Et le juge Rouleau et sa commission d'enquête doivent répondre à ces questions. Il aura besoin de documents couverts par le secret du cabinet. Le premier ministre, le gouvernement vont-ils lever le secret du cabinet? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, de notre côté de la Chambre, nous sommes prêts à faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à l'invocation de la loi. Nous sommes prêts à travailler avec le juge et je dirais aux membres du Parti conservateur que des gens ont été arrêtés à cause de leur comportement qui ont mené à la fermeture d'entreprises. Des gens d'Ottawa, à cause de ces événements, ont été tenus en otage dans leur propre domicile. Nous sommes prêts à travailler avec le juge pour encourager la transparence et la reddition de comptes dans le cadre de cette commission. Un peu d'ordre, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre les réponses aux questions et pour que les gens dans la tribune puissent entendre eux aussi les réponses. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, la loi sur les mesures d'urgence doit seulement être utilisée quand aucune autre loi au Canada ne peut permettre de traiter d'une situation. Il n'est pas clair que ce seuil a été atteint. Quand ces pouvoirs sont utilisés dans une démocratie, eh bien, il faut savoir si le gouvernement a agit de manière légitime. Le juge Rouleau, pour répondre à ces questions, aura besoin de documents du cabinet. Dans le cas du vice-amiral Mark Norman et dans le cas de Mike Duffy, on a levé le secret du cabinet. Le gouvernement fera-t-il la même chose pour cette enquête? Le ministre de la Sécurité publique. J'encourage mes collègues à lire le décret qui dit que le juge a le pouvoir indépendant d'obliger des témoins à comparaître, d'ordonner la production de documents, ce qui comprend des renseignements classifiés. Nous voulons faire la lumière sur les événements qui ont mené à l'invocation de la loi. De notre côté de la Chambre, nous croyons que c'était la bonne chose à faire. Ça a fonctionné. Et conformément à nos obligations en vertu de la loi, nous avons lancé cette commission d'enquête pour faire preuve d'intégrité, de transparence et pour veiller que ça ne se reproduise plus. Dans son rapport publié ce matin, le commissaire à l'Environnement révèle que la stratégie canadienne de l'hydrogène était basée sur des hypothèses irréalistes, ce qui, bien sûr, compromet l'atteinte des cibles climatiques du Canada. Le commissaire presse Ottawa de retourner à la planche à dessin. Or, le ministre de l'Environnement mise, entre autres, sur la stratégie de l'hydrogène dans son plan de réduction des émissions pour 2030. Donc, on sait qu'en matière d'hydrogène, son plan est basé sur des hypothèses irréalistes. Est-ce que c'est la seule partie du plan qui est basée sur des hypothèses irréalistes? Bravo! L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon honorable collègue pour sa question. Je remercie également le commissaire pour son travail. Je suis les travaux du commissaire à l'Environnement et au développement durable depuis plus de 2 décennies, Monsieur le Président, et ces travaux sont très importants pour notre gouvernement, certainement, et devraient l'être pour tous les gouvernements, puisqu'ils nous aident à faire mieux. Nous voulons que notre plan de lutte au changement climatique soit l'un des meilleurs au monde. Nous voulons que notre stratégie, notamment sur l'hydrogène, soit l'une des meilleures au monde, et nous allons travailler à faire exactement ça, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'honorable député de Repentigny.
Passons à un autre rapport, Monsieur le Président, tout aussi préoccupant cette semaine en matière d'environnement. Celui du Bureau de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes. Le Bureau projette que le nombre de catastrophes naturelles atteindra, tenez-vous bien, 560 par année d'ici 2030. On parle d'inondations, de grandes sécheresses, de températures extrêmes. Tout ça va augmenter de 40 d'ici 8 petites années. L'ONU qualifie cela de spirale de l'autodestruction. Est-ce que le ministre de l'Environnement a tenu compte de la hausse des catastrophes naturelles avant d'approuver Baie du Nord et son milliard de barils de pétrole? Madame la ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Merci, M. le Président. L'adaptation au changement climatique est une chose que nous prenons très au sérieux de ce côté-ci. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons commencé dès l'an passé des travaux de groupes d'experts pour guider le gouvernement pour l'adoption de la première stratégie nationale de l'adaptation qui sera adoptée cette année, Monsieur le Président. Nous travaillons avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones ainsi que les municipalités et autres détenteurs d'enjeux pour faire cette première stratégie nationale sur l'adaptation. Merci beaucoup. Honorable député de Repentigny. C'était le jour de la Terre, vendredi dernier, Monsieur le Président. Et à cette occasion, je cite le ministre de l'Environnement dans son communiqué. Les Canadiens se joignent au monde entier pour réfléchir à tout ce que nous faisons pour maintenir notre planète en santé. Est-ce que le ministre peut nous détailler, peut nous partager les réflexions qu'il a eues sur le maintien de la planète en santé avant d'approuver Baie du Nord et son milliard de barils de pétrole? Bravo! L'honorable ministre de l'Environnement. J'aimerais, Monsieur le Président, renvoyer mon honorable collègue au dernier rapport d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre du Canada qui montre en 2019, avant la pandémie, que malgré une hausse de la production pétrolière de 700 000 barils au Canada, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué, Monsieur le Président, et ce n'est que le début. Sans mesures, 110 milliards d'investissements, un nombre impressionnant de mesures réglementaires pour faire du Canada un leader en matière de changement climatique. Merci beaucoup. Oh, there's all kinds of noise from all around. L'honorable député de Central Okanagan, Similkameen Nicolas. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral nous a présenté une charte des droits des voyageurs qui, selon les groupes de défense des consommateurs, est complètement inutile. Maintenant, ils veulent une charte des droits des propriétaires et c'est pourtant pas de sa responsabilité. Comment vont-ils protéger les consommateurs dans une responsabilité fédérale, dans une responsabilité provinciale, alors qu'ils ne peuvent même pas protéger les consommateurs sous responsabilité fédérale? L'honorable ministre du Logement, le gouvernement a toujours cru en la collaboration avec tous les ordres de gouvernement pour que cela profite aux Canadiens. Le député devrait savoir que nous avons un très bon bilan en matière de bilan avec les autres gouvernements. Je vous en informe. Nous avons des services de garde au Canada et ça, c'est le résultat de la collaboration avec les autres paliers de gouvernement. L'honorable député de Calgary-Menopur. Plutôt que d'aborder les problèmes d'approvisionnement qui alimentent la crise du coût de la vie, le gouvernement NPD libéral en a remis. Dans leur budget, ils en remettent avec les programmes qui ont échoué et qui n'aideront pas les familles à se procurer une maison. Le prix des maisons au Canada est en moyenne de 860 000 $, une augmentation de près de 30 dans la dernière année. Les Canadiens ont besoin d'aide maintenant. Quand le gouvernement libéral prendra-t-il cette crise du logement au sérieux? L'honorable ministre du Logement. Les Canadiens n'ont pas besoin de politique millimélo de la part de l'opposition. La chef de l'opposition officielle croit qu'on devrait transférer le coût de logement en municipalité. Le député de Mascouy-Fraser Canyon pense qu'on devrait transférer ce coût aux provinces. Le député de Calgary Centre pense qu'on ne devrait pas imposer l'interdiction des propriétaires étrangers. D'autres députés ne croient pas en la construction d'immeubles à logements multiples, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que d'améliorer le logement. L'honorable député de South Surrey White Rock. Merci, Monsieur le Président.
Au Canada, comme on vient de l'entendre, le prix moyen d'une maison est de 874 100 $. À South Surrey, White Rock, la moyenne est d'1,2 million de dollars. Et ça, c'est même pas pour une maison unifamiliale. Plutôt que de traiter du manque d'offres, le gouvernement en remet avec ces programmes qui ont échoué. Les Canadiens ne veulent pas être en copropriété avec un gouvernement qui les taxe et qui le dépense. Ils ne font pas confiance au gouvernement. Quand le gouvernement va-t-il prendre les choses au sérieux, augmenter l'offre et réduire la paperasse? L'honorable ministre du Logement, la meilleure façon de traiter de l'abordabilité du logement, c'est d'augmenter l'offre et ce, rapidement. Si elle se soucie vraiment de l'offre dans le logement, elle devrait parler avec sa chef qui s'oppose à la collaboration avec les municipalités pour augmenter l'offre de logement. Elle devrait parler aux députés de Calgary Centre qui s'opposent à un moratoire pour les propriétaires étrangers. Elle devrait parler aux députés de Fraser-Mascouy, Fraser-Canyon qui pensent qu'on devrait transférer les coûts aux provinces. Elle devrait parler aux députés de South Dundas, Glengarry qui pensent qu'on ne devrait même pas avoir de stratégie de logement. I mean, we did really a lot better this time. Bon, ça allait beaucoup mieux. On s'est rendu à la question 22, l'honorable député de Peterborough-Kawartha. Quelqu'un dans ma circonscription a obtenu une offre d'emploi, mais n'arrive pas à se trouver un logement abordable. Bon, c'est un thème commun partout au pays. Plusieurs offres d'emploi, mais peu de logements. Comment peut-on régler la crise de la main-d'œuvre alors qu'on ne règle pas la crise du logement? Les gens ont besoin d'un lieu où habiter. C'est un besoin. Comment les gens peuvent-ils rembourser leurs prêts étudiants s'ils ne peuvent accepter un emploi? Je demande au ministre du Logement, va-t-il continuer à mettre en place des programmes qui s'avèrent échec après échec? L'honorable ministre du Logement. Monsieur le Président, l'honorable député parle du logement comme un droit humain. Lorsque nous avons proposé la stratégie nationale du logement pour reconnaître le logement comme un droit de la personne, le parti d'en face s'y est opposé. Are we gonna come to order? À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Are we ready to continue? Sommes-nous prêts à continuer? L'honorable ministre du Logement, et je lui permettrai de reprendre sa réponse. Merci, Monsieur le Président. La solution au coût du logement, c'est l'offre de logement, Monsieur le Président. Nous collaborons avec les municipalités, avec le Fonds pour accélérer la construction de logements afin de construire 100 000 nouveaux logements dans les 2 prochaines années, ce qui permettra d'accroître le nombre de logements dans les prochaines années. Nous avons également l'incitatif pour l'achat d'une première maison ainsi que le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Nous interdisons également l'achat de domicile pour les résidents étrangers pendant une période de 2 ans. L'honorable député de Victoria. Monsieur le Président, aujourd'hui, le commissaire à l'Environnement a publié une autre série de rapports cinglants sur les échecs du gouvernement en matière de climat. Il a montré qu'ils échouent dans la fixation du prix du carbone, laissant les grands pollueurs s'en tirer à bon compte alors que les communautés autochtones en paient le prix. Il ne parvient pas à réduire les émissions. Ils échouent dans le domaine de l'infrastructure climatique. Ils ne sont même pas capables de suivre les impacts de leurs projets. En ce qui concerne la transition juste, ils laissent les travailleurs et les communautés pour compte. Comment les Canadiens peuvent-ils avoir confiance dans les promesses de ce gouvernement alors qu'il enchaîne les échecs après échecs? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. Comme je l'ai dit plus tôt, nous accueillons favorablement les rapports du commissaire et nous le remercions pour ses conclusions. Je ne sais pas ce qu'il y a controversé là-dedans. Au cours des 6 dernières années, nous avons imposé une tarification au carbone. Nous avons investi également dans la protection de nos terres et de nos aires maritimes. Dans le plan de réduction des gaz à effet de serre de 2002, nous assurons une transition de l'économie, imposant un plafond sur les émissions du secteur et allons atteindre nos cibles de 2030. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Timmins Bay James. Que Dieu aide notre petite planète avec ce ministre, parce que si le ministre avait lu le rapport du commissaire à l'Environnement, il verrait que
on prévoit un échec économique semblable à celui de l'effondrement des stocks de morue des années 90. Bon, je sais que le député de Timmins Bay James a une voix qui porte, mais j'ai de la difficulté à l'entendre. Voici ce que j'aimerais faire. Je donne l'occasion au ministre de répéter la réponse, donc je vais demander au député de Timmins Bay James de reprendre sa question du début. Monsieur le Président, que Dieu aide notre planète avec une réponse comme celle du ministre, parce que le commissaire indique que les travailleurs du secteur de l'énergie vivront une transition aussi désastreuse que lors de l'effondrement des stocks de morue dans les années 90. Le gouvernement a rompu toutes ses promesses environnementales et rompt sa promesse envers les travailleurs de l'énergie. C'est simple, la crise climatique est arrivée. Comment le ministre peut-il se lever en chambre et continuer à montrer un bilan aussi piètre? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je tiens à remercier le commissaire pour ses rapports. Et, bon, nonobstant certaines réticences par rapport aux conclusions, j'aimerais rappeler les lois que nous avons lancées lorsque j'étais ministre des Ressources naturelles, loi que nous poursuivons que je poursuis en tant que ministre du Travail. Nous avons eu une table ronde sur la transition des emplois. Nous avons créé le Centre de la transition pour les emplois, ce qui démontre que notre gouvernement est prêt à entamer une transition qui permettra au Canada d'avoir accès aux énergies renouvelables et qui met l'accent sur les travailleurs. L'honorable député d'Etobicoke Lakeshore. Monsieur le Président, les centres de détresse sont des ressources vitales dans nos communautés qui ont vu une hausse de la demande pour leurs services depuis le début de la pandémie. Dans ma circonscription d'Etobicoke Lakeshore, la ligne d'aide aux femmes agressées a récemment reçu un soutien fédéral nécessaire de 250 000 $. Cet organisme gère 2 lignes de crise. L'une s'adresse aux femmes qui subissent de la violence conjugale et sexiste et l'autre, la ligne de sécurité pour les aînés, s'adresse spécifiquement aux personnes âgées qui subissent toute forme de violence. La ministre de la Santé mentale et des dépendances peut-elle informer la Chambre de la façon dont notre gouvernement soutient ces types de services essentiels partout au Canada? L'honorable ministre de la Santé mentale et des dépendances. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Etobicoke Lakeshore pour son leadership impressionnant sur cette question. Il mérite la main d'applaudissement qu'il reçoit en ce moment. Bon, je voulais donner l'occasion à la ministre d'être entendue. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Bon, je tiens à remercier le député. Tous les Canadiens méritent d'avoir accès à des ressources en matière de santé mentale. Hier, j'ai eu le plaisir d'annoncer l'octroi de 2 millions de dollars au Centre de toxicomanie de santé mentale afin de développer des ressources pour aider les centres de détresse à répondre aux divers besoins des principales populations touchées et un montant supplémentaire d'1 775 000 pour 13 centres de détresse partout au Canada pour les aider à mettre les gens en contact avec les soutiens appropriés. Ce financement fait partie d'un engagement fédéral permanent de 50 millions de dollars pour soutenir les centres de détresse au Canada et pour créer un réseau qui permettra aux gens d'avoir accès à l'aide nécessaire. L'honorable député d'Abbotsford. Monsieur le Président, hier, le gouverneur de la Banque du Canada a admis que l'inflation est beaucoup plus élevée que prévu. Lorsqu'on lui a demandé comment protéger la situation financière du Canada, lorsqu'on lui a demandé comment protéger la situation financière du Canada, sa réponse a été claire, ne dépensez pas trop. Nous savons que le premier ministre pense peu à la politique monétaire, mais les conservateurs le font et les Canadiens aussi. Et ce sont les Canadiens qui paient le prix du manque d'intérêt du premier ministre envers la politique monétaire, des factures d'épicerie, d'essence et des taux d'intérêt plus élevés. Quand ce premier ministre reconnaîtra-t-il que ses emprunts et ses dépenses ne font qu'aggraver les choses pour les Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, c'est paradoxal que cette question vienne d'un collègue conservateur alors que dans leur programme électoral, les conservateurs s'engageaient à dépenser 168 milliards de dollars. Le FMI vient de confirmer que notre économie verra la plus forte croissance parmi les pays du G7 pour cette année et l'année prochaine. Les Canadiens ont créé plus de 3,5 millions d'emplois. Ce sont des bons emplois bien rémunérés qui aideront les Canadiens à répondre à l'augmentation du coût de la vie que nous voyons partout dans le monde en raison de la guerre en Ukraine. Nous avons été d'excellents intendants de l'économie. L'honorable député de Calgary-Midnapore.
l'inflation a atteint 6,7 % le mois dernier, un sommet de 31 ans et bien au-delà des prévisions de la Banque du Canada. Les Canadiens ont déjà du mal à payer leurs factures, à faire le plein et à se nourrir. Malheureusement, le budget 2022 n'a pas apporté de solution crédible et compte tenu de l'ampleur des dépenses non ciblées, la situation ne fera qu'empirer. Le fait est que les Canadiens ne peuvent pas se permettre ce gouvernement libéral néo-démocrate. Quand le premier ministre reconnaîtra-t-il la crise du coût de la vie dans laquelle nous vivons et mettra-t-il en place de vraies solutions? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous savons que l'inflation a augmenté partout dans le monde, que c'est le résultat de la guerre en Ukraine parmi d'autres facteurs, mais ce que j'aimerais rappeler aux conservateurs, c'est que dans notre budget, nous avons proposé toute une série de mesures pour rendre le logement plus abordable, pour rendre les services de garde plus abordables. Et avant cela, Monsieur le Président, nous avons réduit les impôts pour la classe moyenne à 2 occasions et les conservateurs ont voté contre ces réductions les 2 fois. Nous avons aidé à sortir plus de 300 000 enfants de la pauvreté grâce à l'allocation canadienne pour enfants et nous aidons les aînés à faible revenu en leur offrant plus de mesures de soutien. Monsieur le Président, nous sommes là pour les Canadiens. L'honorable député de Prince-Albert. L'inflation est à un sommet en 31 ans et les Canadiens souffrent de la hausse des prix de l'essence, de l'épicerie et du logement. L'une des meilleures façons d'aider les Canadiens, c'est d'assurer une bonne relation avec les États-Unis. Pourtant, ce gouvernement continue à échouer. Des tarifs douaniers sur notre secteur ainsi que les dispositions Buy American les plus punitives que nous ayons vues. Nous savons que le premier ministre aime faire le tour du monde pour des séances photos et des voyages de surf, mais peut-être qu'il devra ajouter Washington à son horaire. Quand le premier ministre va-t-il se mettre au travail? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, le député a siégé longtemps au comité du commerce et il a voyagé avec le ministre du Commerce international à Washington. Le premier ministre s'est également rendu à Washington pour travailler avec Joe Biden. Nous avons toujours adopté une approche Équipe Canada. C'est ce qui nous a été recommandé par les intervenants et les témoins comité auquel siège le député. Nous allons continuer cette approche non partisane pour garder notre partenaire ouvert avec notre partenaire le plus important afin de garantir les emplois au Canada et aux États-Unis. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, alors que le coût des aliments augmente, alors que le coût du loyer augmente, alors que le coût du pétrole augmente, on parle de biens essentiels pour la vie quotidienne des Canadiens. L'inflation est à 6,7 % et ce gouvernement ne contrôle pas du tout ses dépenses et pire que ça, il augmente les taxes qu'il a lui-même créées. Par contre, Monsieur le Président, en France, on a un taux d'inflation de 4,7 %. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé de geler l'augmentation des tarifs. Pourquoi le gouvernement a augmenté la taxe libérale sur le carbone alors qu'il aurait pu donner un break aux citoyens canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, vous savez qu'est-ce qui va aider les Canadiens à faire face à l'augmentation du coût de la vie? Des chèques de paye, Monsieur le Président. C'est 3,5 millions d'emplois qui ont été créés dans les 2 dernières années, Monsieur le Président. Notre croissance économique est forte, en fait, la plus forte parmi les pays du G7 cette année et l'année prochaine, selon les experts. Et nous créons de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens. L'honorable député de la Pointe-de-l'Île. Monsieur le Président, la nomination d'un CA unilingue anglais au CN soulève beaucoup de critiques. Mais c'est difficile de croire qu'il va y avoir un réel changement de culture au CN. Pourquoi? Parce que le premier ministre chargé de demander des comptes au CN lui-même passe son temps à donner des postes à des gens qui ne parlent pas un mot de français. Il l'a fait avec la lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick, il l'a fait avec la gouverneure générale, il l'a fait avec plusieurs ministres. Quelle crédibilité il a pour critiquer le CN? C'est Dupont et Dupont. Ils font la même affaire. L'honorable ministre des langues officielles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue pour sa question. Monsieur le Président, nos 2 langues officielles sont au cœur de notre culture et de notre identité canadienne. Tous les Canadiens méritent d'être servis de la langue officielle de leur choix, y compris dans les entreprises privées, y compris le CN. L'absence des administrateurs francophones au conseil d'administration du CN est complètement inacceptable et on s'attend qu'ils vont rectifier cette situation dans les plus brefs délais. Nous sommes très contents de la nouvelle mouture du projet de loi sur les langues officielles puisque nous voulons outiller le commissaire pour s'assurer qu'il y ait les outils nécessaires pour faire son travail. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, Manon Tomby, une jeune mère de famille candidate à la résidence permanente, est abandonnée par Immigration Canada.
Alors qu'elle traverse la mort subite de son conjoint, elle a appris que, puisqu'il était le demandeur principal de leur dossier, tout tombe à l'eau. Parce que son conjoint a perdu la vie, elle doit recommencer 31 mois d'un processus interminable. Monsieur le Président, tout le monde s'entend que ça n'aurait jamais dû arriver et que l'administration a manqué de cœur. Est-ce que le ministre va s'assurer que le dossier de Manon Tomby continuera de cheminer et qu'elle n'aura pas à repartir à zéro? L'honorable ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député du Bloc québécois pour sa question et pour sa collaboration dans le dossier d'immigration. Comme lui, j'ai été informé de cette situation ce matin et j'aimerais offrir mes plus sincères sympathies à Mme Tomby. J'ai discuté de ce dossier avec le député du Bloc plus tôt. Bien que je ne peux pas commenter le dossier en particulier dans cette Chambre, soyez assurés que je vais faire un suivi dans ce dossier. L'honorable député de Battle River Crowfoot. Monsieur le Président, plusieurs Canadiennes, dont 3 femmes fortes et entreprenantes de ma circonscription, ont été mises en congé sans solde pour une durée indéterminée par ces libéraux. Crystal, Angela et Cathy ont perdu leur emploi à Poste Canada à cause de l'absurdité de l'obligation vaccinale de ce gouvernement. Avec chacun de ces cas, ce sont des familles qui perdent leur gagne-pain. Chacune de ces femmes travaille dans une petite ville. 2 des 3 sont des agents postales qui travaillent seules et l'une d'entre elles n'a même pas le droit d'entrer dans le lieu de travail qu'elle a travaillé à bâtir. Cette situation doit cesser. Le ministre, aujourd'hui, va-t-il s'engager à mettre fin à ces obligations non scientifiques? L'honorable président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, avoir une main-d'œuvre pleinement vaccinée rend les milieux de travail et les communautés plus sûrs. Nous avons demandé aux employeurs de la fonction publique de faire aux employés de la fonction publique de faire leur part et 97 d'entre eux l'ont fait. 97 sont pleinement vaccinés. Nous nous sommes engagés à revoir cette politique à tous les 6 mois et cet examen est en cours. Toute décision sera fondée sur les données scientifiques et sur les recommandations des experts en santé publique. Vous savez qu'on peut s'envoyer des notes. Vous savez que si vous n'aimez pas ce qui se dit à la Chambre, on peut écrire une note, l'envoyer au ministre et s'exprimer de cette façon plutôt que d'avoir à crier. L'honorable député de Peace River Westlock. Monsieur le Président, l'Islande, la Suède, l'Irlande, la France, le Royaume-Uni, ce ne sont là que quelques-uns des pays qui ont abandonné toutes les obligations vaccinales. Cependant, ce gouvernement, sans aucune preuve scientifique, continue d'empêcher ses propres citoyens de rendre visite à leurs proches. Et il dépense 30 millions de dollars pour faire appliquer la mesure qui empêche les Canadiens de prendre l'avion. Quand le ministre de la Santé abolira-t-il cette obligation? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, je remercie mon collègue de rappeler aux Canadiens combien de pays avaient mis en place des obligations vaccinales pour protéger ceux qui travaillent dans le secteur aérien. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent vise à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Nous avons toujours été orientés par les conseils que nous recevons de nos experts. Je ne vais pas prendre de conseils des conservateurs. Je vais écouter les avis de nos experts, de nos médecins, et nous allons examiner nos politiques et faire ce qui se doit pour les Canadiens. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Renfrew, Nipissing, Pembroke. Monsieur le Président, le premier ministre a prétendu que la seule façon d'échapper à la pandémie, c'était la vaccination. Mais le but de la vaccination, c'est de provoquer une réponse immunitaire. La réponse immunitaire peut également être mesurée par un test antigénique, mais le gouvernement ne les accepte pas. Au lieu, le gouvernement continue de refuser aux personnes qui n'ont pas été vaccinées, mais qui ont une forte réponse immunitaire à la suite d'une infection antérieure de voyager. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin à cette interdiction de voyager cruelle et inhumaine? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, de parler de vaccins, ça n'aide pas les Canadiens, ça n'aide pas notre santé et sécurité. Plusieurs membres du Parti conservateur étaient contre les vaccins, même quand tous les médecins disaient que les vaccins, c'était ce qu'il fallait pour les Canadiens. Order. Order. À l'ordre. Order. À l'ordre. Let's just... Sommes-nous prêts?
L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, nonobstant le bruit des conservateurs, je peux vous assurer que nous allons faire tout ce que nous pouvons pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, des voyageurs et de ceux qui travaillent dans le secteur aérien. Nous réévaluons constamment ces décisions, Monsieur le Président. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère. Nous savons qu'elles sont importantes et nous allons continuer de prendre des décisions informées par les données scientifiques. L'honorable député de Sudbury. Président, la semaine dernière, le gouvernement a soutenu le projet de terre boréale de conservation de la nature au Canada, le plus grand projet de conservation privé au Canada. Les terres boréales est un projet d'importance mondiale et une rare opportunité d'avoir un impact direct contre la perte de biodiversité et le changement climatique. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut-il dire à la Chambre en quoi qu'il s'agit d'une étape cruciale dans notre cheminement vers la conservation de 25 des terres et des eaux du Canada d'ici à 2025? Ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Je remercie ma collègue de Sudbury. La protection et la conservation de la nature sont l'une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre pour freiner la perte de biodiversité tout en luttant contre les changements climatiques et en faisant progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. La nature est le ciment qui lie toutes ces causes importantes ensemble. Le projet nommé protégera 15 000 km² d'habitats essentiels pour des espèces en péril, comme le caribou. Lors du Jour de la Terre, la semaine dernière, nous avons célébré la forêt boréale comme le plus grand projet de conservation privée jamais réalisé au Canada. Monsieur le Président, il s'agit d'une autre étape importante, alors que notre gouvernement s'efforce de conserver 25 de nos terres d'ici 2025. Merci beaucoup. L'honorable député de Mission-Matsqui-Fraser Canyon. Monsieur le Président, au cours des 2 dernières semaines, j'ai reçu tellement d'appels de commettants qui sont frustrés par les mauvais services qu'ils ont reçus au Bureau de Passeport Canada, comme vos commettants. Les gens qui font la file à 4 heures ou 5 heures le matin simplement pour avoir la chance d'avoir un agent. Le gouvernement du Canada savait qu'il y allait avoir une augmentation des demandes, mais ils n'ont rien fait pour gérer cette demande accrue. Pourquoi Passeport Canada offre-t-il de si piètres services et pourquoi le gouvernement n'est-il pas en mesure d'offrir les services auxquels on est droit de s'attendre d'un bureau gouvernemental? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens reprennent les voyages, ce qui cause une augmentation de la demande au bureau des passeports et ce qui crée des attentes bien réelles pour ces services. Nous comprenons que ce sont des moments difficiles. Nous avons embauché 500 agents de passeports supplémentaires pour aider à traiter la demande. Nous avons rendu les bureaux disponibles à ceux qui doivent voyager sur une base urgente. Nous allons continuer à travailler très fort pour répondre à cette augmentation de la demande. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Hastings, Lennox et Addington. Monsieur le Président, les retards dans les traitements des passeports frappent les Canadiens partout au pays et les collectivités rurales comme Hastings, Lennox et Addington ne font pas exception. Un électeur, John, s'est adressé aux médias sociaux pour exprimer sa frustration par rapport à sa mère qui essayait d'avoir un renouvellement de passeport. Elle ne pouvait appeler parce que son appel était constamment perdu, le site Web ne fonctionnait pas et la file d'attente était trop longue dans les bureaux. Si c'était dans le secteur privé, le bureau serait immédiatement fermé. Monsieur le Président, quand le gouvernement va-t-il faire son travail et donner des passeports aux Canadiens comme John et sa mère? L'honorable ministre des Familles. Monsieur le Président, nous comprenons qu'après 2 ans, les Canadiens veulent reprendre les déplacements, les voyages. Bon nombre de Canadiens ont vu leur passeport expirer pendant la pandémie. Malheureusement, cela cause une augmentation forte de la demande. Nous avons embauché 500 agents de passeport supplémentaires pour gérer la demande. Nous avons un processus simplifié pour remplacer les passeports échus dans les 5 dernières années. Nous avons des heures prolongées. En soirée, les agents de passeport travaillent jour et nuit et les fins de semaine font tout leur possible pour répondre à la demande. L'honorable député de Calgary-Shepherd. Le Dr Rupinder Kaur est allé au bureau de passeport pour obtenir un service accéléré pour les passeports de sa famille. Passeport Canada l'ont fait attendre 4 heures. Et ils ont pris les passeports de tous les membres de la famille, mais pas celui de son mari Amandi parce qu'il n'était pas en personne.
Amandeep travaillait comme radiologue même s'il est atteint d'un cancer du côlon de stade 4. Leur voyage, qui devait être son dernier, est maintenant annulé. Les gouvernements, ce sont des affaires de personnes, pas de processus. Est-ce que ce type de service est acceptable pour Amandeep et Rupinder? L'honorable ministre des Familles. Merci, Monsieur le Président. À mon collègue, je répondrai que c'est exactement pour cette raison que les agents de passeport travaillent jour et nuit. Ils travaillent en soirée. Nous avons embauché des agents supplémentaires. Nous avons ouvert davantage de centres pour répondre à cette augmentation de la demande pour les renouvellements de passeports. Nous faisons en sorte que les agents travaillent également la fin de semaine. Nous avons vu une augmentation très forte de la demande, contraire à tout ce que nous avions connu par le passé. Et malgré tous ces facteurs, les agents de passeport, le personnel de Service Canada travaillent jour et nuit parce que leur rôle premier, c'est de servir les Canadiens. C'est ce qu'ils travaillent à faire. L'honorable député de Kitchener Centre, Hespeler. Monsieur le Président, nous savons à quel point les services de garde d'enfants sont importants pour les familles et notre reprise économique, mais nous savons à quel point ils ont été coûteux pour les familles. Les parents de l'Ontario ont payé parmi les frais les plus élevés au pays. Nous savons également que nous devons augmenter le nombre de places en garderie afin que toutes les familles puissent en bénéficier. La ministre pourrait-elle informer la Chambre des progrès réalisés par le gouvernement dans la mise en place d'un système d'apprentissage et de garde d'enfants à l'échelle du Canada et de ce que cela signifie pour les familles ontariennes? L'honorable ministre des Familles. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. En peu moins d'un an, nous avons annoncé un accord avec chaque province et territoire. Monsieur le Président, ici, en Ontario, cela veut dire que les familles verront, d'ici la fin de cette année, des économies annuelles moyennes estimées à 9 000 $ par enfant, une réduction importante pour les familles. Nous allons également augmenter le nombre de places en garderie en Ontario par 86 000 parce que ce n'est pas seulement une question d'abordabilité, mais de disponibilité. Donc, nous allons créer davantage de places de garde de qualité ici en Ontario. L'honorable député de Nunavut. Je me suis entretenu avec Kayak Robinson, qui a été commissaire au sein de l'ENFADA. Robinson continue de plaider pour la mise en œuvre des appels à la justice qui exigent plus de transparence et de responsabilité de la part de notre gouvernement et de nos institutions. Pourtant, le budget 2022 est resté muet sur les nouveaux engagements pris pour protéger les filles, les femmes, les Autochtones bispirituels. Quand ce gouvernement prendra-t-il des mesures concrètes en faveur de la réconciliation et financera-t-il les actions transformatrices? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Relations couronnes autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. Je lui rappelle qu'il y a 2,2 millions dans la voie pour les femmes autochtones disparues assassinées, mais dans le budget, il faut également voir les investissements, dis-je, en logement. Les investissements en santé mentale, ce sont tous des investissements qui aident les femmes autochtones. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans un poste budgétaire que ça n'aide pas les femmes autochtones. Nous allons continuer de travailler sur cette voie en tant que gouvernement. L'honorable député de Vancouver-Est. Hier, le ministre a déclaré que les Afghans ne pouvaient pas faire compléter leurs données biométriques en Afghanistan et pourtant, il insiste sur le fait que cela doit être fait. La vie des membres des familles des interprètes, des collaborateurs, des défenseurs des droits de la personne, des femmes et des jeunes filles afghanes est en danger à chaque minute de chaque jour et pourtant, les libéraux sont immobilisés par la bureaucratie. Le gouvernement peut recueillir les données biométriques à l'arrivée au Canada et pourtant, il refuse d'agir sur cette solution pourtant viable pour assurer la sécurité des réfugiés. Donc, au ministre, le ministre qui a le pouvoir d'aider, qu'est-ce qui est le plus important? La bureaucratie ou sauver des vies? L'honorable ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour son plaidoyer en faveur des Afghans vulnérables. C'est d'ailleurs la vulnérabilité des personnes en Afghanistan qui justifie la réponse extraordinaire du gouvernement du Canada. Je lui rappelle que nous nous sommes engagés à accueillir 40 000 réfugiés afghans. Jusqu'à aujourd'hui, 11 000 réfugiés sont arrivés au Canada. Dans le cadre de ce processus, nous allons maintenir l'intégrité du processus pour que les Canadiens puissent aider à rétablir certaines des personnes les plus vulnérables au monde, notamment par des processus de vérification de la sécurité. Nous allons continuer à aider ces personnes vulnérables. Je suis fier du travail que nous faisons. Ceci met fin à la période des questions pour aujourd'hui.